Le Togo subit depuis novembre 2021 des attaques terroristes dans l'extrême nord de son territoire en proie à des incursions des groupes djihadistes. L'État togolais dès lors intensifie la lutte contre le phénomène en renforçant la protection des populations civiles. Une enquête est alors réalisée par Afrobaromètre sur le sujet du 13 au 20 novembre 2024 auprès d'un échantillon représentatif de la population adulte. Dans cette enquête, la majorité des Togolais estiment que le gouvernement mène une action efficace contre la menace terroriste. Quant à la communication gouvernementale sur la crise, 48% des Togolais se disent satisfaits, tandis que 44% estiment que le gouvernement ne communique pas suffisamment. Cependant, le sentiment d'insécurité demeure une préoccupation des citoyens, dont 83% reconnaissent que la situation au nord du pays influence leur perception de la sécurité nationale. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté il y a quelques jours la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes pour une durée de 12 mois. Il y a des semaines, le Togo a renoué avec les délestages dans la capitale et dans certaines villes à l'intérieur du pays. L'on note alors des coupures imprévues de l'énergie électrique. Alors que l'on s'attendait à un retour à la normale, la CET vient d'annoncer une nouvelle perturbation dans certains quartiers et zones périphériques de la capitale à partir du mercredi 12 mars jusqu'au dimanche 16 mars. Face à cette situation, une question reste posée. Pourquoi les délestages continuent? En effet, les délestages sont souvent causés par une combinaison de facteurs. Parmi ces facteurs, la demande croissante de l'électricité. Avec l'urbanisation et le développement économique, la demande en électricité augmente rapidement, ce qui dépasse souvent la capacité de production disponible. Ensuite, les problèmes de maintenance. Les installations existantes souffrent de manque d'entretien, ce qui entraîne des pannes et provoque une réduction de la capacité de production. La dépendance à des sources d'énergie limitée est également l'un des facteurs. Le Togo dépend largement de l'hydroélectricité. Parmi les barrages qui alimentent le pays, l'on peut citer le barrage de Nangoto, le barrage d'Akonsobo. Ces barrages sont souvent affectés par des variations climatiques. Les périodes de sécheresse réduisent le niveau des rivières et affectent la production d'électricité. À cela s'ajoute le manque d'investissement dans de nouvelles infrastructures énergétiques et dans les énergies renouvelables, ce qui limite aussi la capacité du pays à répondre à la demande croissante. Ces causes combinées engendrent des délestages qui affectent les ménages et l'économie du pays. L'avenir de la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique AGOA se fait de plus en plus incertain. Les tendances actuelles et futures de la politique américaine semblent modifier la trajectoire de l'AGOA. En témoigne le dernier rapport publié par le Congressional Research Service. En effet, selon le CRS, qui est un institut de recherche sur les politiques publiques du Congrès américain, les exportations des pays d'Afrique subsaharienne vers les États-Unis ont atteint 8 milliards de dollars en 2024. Ceci constitue une baisse de 13% par rapport à l'année 2023. Rappelons que chaque année, les États-Unis actualisent la liste des pays éligibles à l'AGOA en fonction de leur attachement à l'économie du marché et au respect de l'état de droit et surtout aux politiques de lutte contre la pauvreté. Et selon le rapport, une poignée de pays alimente le programme de l'AGOA. Seuls 5 pays africains ont concentré en 2024 près de 65% des exportations africaines vers la première puissance mondiale. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Madagascar, de la RDC et de la Côte d'Ivoire. La liste des éperviers pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est connue. La sélection a été dévoilée ce jeudi par le sélectionneur de l'équipe nationale, Nimbombe Daré. Pour ces deux rencontres, 25 joueurs ont été convoqués, 3 gardiens, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 6 attaquants. Le Togo recevra la Mauritanie le 22 mars au stade de Kégué à Lomé, avant de se déplacer au Sénégal le 25 mars au stade Abdoulaye Wade. Parmi les joueurs sélectionnés, on retrouve le capitaine Djeneda Konam, le milieu de terrain Alexis Romao et le gardien Malcolm Barcola. De nouveaux visages font également leur apparition, notamment l'attaquant Bruno Avotor et le gardien Mourou Youssouf de Gomido FC.
Le sélectionneur a aussi rappelé certains joueurs absents lors des dernières rencontres, comme Samsodin Ouro et Maouna Amevor. Ces matchs s'annoncent déterminants pour le Togo, actuellement 4e du groupe B, avec 3 points après 3 nuls et 1 défaite. Il est classé derrière la RDC 7 points, le Sénégal 8 points et le Soudan 10 points. Un succès face à la Mauritanie, lanterne rouge du groupe, avec 1 point, permettra aux éperviers de rester dans la course à la qualification. Mais le défi sera plus complexe face aux Lions de la Teranga. Pour espérer un retour au premier plan, le Togo devra s'imposer lors de ces 2 confrontations cruciales. Le soutien du public sera essentiel pour espérer un sursaut décisif dans la course au Mondial 2026. Les journaux congolais, la même nouvelle, celle d'éventuelles négociations directes entre le groupe armé M23 et Kinshasa. Une annonce surprise qui suit la visite de Félix Tshisekedi mardi à Luanda, où le président congolais a échangé avec son homologue angolais, Joao Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine dans le conflit. À l'issue de la rencontre, Luanda a annoncé de futures négociations. La partie angolaise prendra des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 puissent mener des négociations directes qui se tiendront à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive. Jusqu'ici, Félix Tshisekedi avait refusé tout dialogue avec le M23 qu'il qualifie de groupe terroriste ou de pantin. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Kinshasa accuse régulièrement le Rwanda de soutenir le M23. Le groupe armé contrôle désormais de larges portions de territoire dans l'est du pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, frontalières du Rwanda, avec la prise fin janvier de Goma et mi-février de Bukavu, les chefs-lieux des 2 provinces. À Kinshasa, mardi, le porte-parole du gouvernement congolais a acté la tenue de la visite à Luanda, mais n'a pas souhaité la commenter sur le fond. Le président angolais a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner les plus amples détails dès que nous les aurons. Quant à l'UDPS, le parti présidentiel salue l'initiative angolaise, mais rappelle l'importance de la récente résolution de l'ONU. Nous ne serons jamais un obstacle à l'application de la résolution 2773 qui exige le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais. Elle exige le démantèlement de l'administration parallèle qui a été mise en place. Elle exige la cessation des hostilités sans condition. Le Rwanda, de son côté, a dénoncé à plusieurs reprises le refus de Kinshasa de dialoguer avec le M23. Jusqu'ici, aucun effort diplomatique n'a abouti pour mettre fin aux hostilités. Julien Paluku a été gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans. Aujourd'hui à la tête du ministère du Commerce extérieur, il confirme que des discussions sont en cours avec les États-Unis concernant les ressources minières de son pays. Mais n'entre pas dans les détails. Les discussions se passent dans le cadre de l'AGOA, qui est cette loi américaine qui nous permet de bénéficier des exportations vers les sols américains sans paiement de frais de douane. Maintenant, les gens peuvent exploiter ça de la manière dont ils veulent. Est-ce que c'est un échange avec la sécurité? Ça, c'est la question stratégique qui relève du président de la République. L'AGOA est née en 2000, signée sous l'égide de l'ancien président américain Bill Clinton, et permet en effet aux produits de certains pays africains, dont la RDC, d'accéder au marché américain sans droit de douane. L'accord, qui expire en septembre, est en cours de renégociation. La RDC regorge de cobalt, de coltan, de lithium, autant de ressources qui intéressent le monde entier, États-Unis compris, et dont l'exploitation se heurte aujourd'hui à la guerre dans l'Est. Pour l'opposant Alain Bolodjoa, le risque est que Kinshasa soit peu regardant sur les conditions d'un futur accord avec l'Amérique de Donald Trump, vu la pression que subit le gouvernement congolais sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, cherchant à protéger son pouvoir, estime qu'on doit négocier directement avec les Américains. J'espère que cela va se faire sur base de notre code minier.
parce qu'on ne doit pas brader. Parce que n'oubliez pas que le contrat chinois ne nous a servi à rien. La RDC a en effet vécu un précédent similaire avec la Chine. En 2008, le président Kabila passe un contrat mine contre infrastructure avec Pékin qui s'engage à construire pour plus de 3 milliards de dollars d'infrastructures en RDC contre un accès à ces mines de cuivre et de cobalt. Un accord qui sera finalement très défavorable à la RDC, comme l'a démontré un rapport de l'Inspection générale des finances en 2023. La plateforme Le Congo n'est pas à vendre regroupe des ONG anticorruption. Elle a beaucoup suivi le dossier du contrat chinois. On a un cas qui n'a pas marché. Aujourd'hui, si cet accord marchait, ce qui est vrai, ça sera fait dans un cadre hors légal, hors code minier. Ça sera une sorte d'un accord ad hoc. Et dans ces contextes, la République démocratique du Congo ne va pas tirer profit des dividendes de ces ressources minières. Et c'est un problème. Comme certains opposants, la société civile craint que le code minier congolais soit contourné et l'accord opaque, les autorités arguant du secret défense. Les soldats de la communauté de développement de l'Afrique australe vont quitter la République démocratique du Congo. La décision a été prise jeudi lors du sommet virtuel de cette organisation régionale. La mission de la SADC en RDC a été déployée en décembre 2023. Elle fait ses valises sans avoir atteint son objectif, aider au retour de la paix dans l'est du pays. Bien plus, les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda ont gagné du terrain, prenant le contrôle des localités de Goma dans le nord Kivu et Bukavu dans le sud Kivu, entre autres, depuis janvier. Alors que sur le plan humain, elle a perdu une dizaine de ses éléments, 3 soldats du Malawi et 14 Sud-Africains. Ce retrait intervient dans un contexte dominé par la tenue d'un dialogue direct entre Kinshasa et le M23 le 18 mars prochain, selon l'annonce faite par la présidence angolaise. Au cœur de Bujumbura, à Kigobe, le centre Turiho accueille chaque matin des patients séropositifs. Consultation, tests et fourniture de médicaments antirétroviraux, la procédure est bien rodée. C'est un suivi régulier indispensable pour les personnes porteuses du virus HIV comme ce matin Espérance Kaboura. Il leur permet d'éviter de développer la maladie. Ce centre fait beaucoup de choses. Il aide les orphelins, nos enfants séropositifs, pour l'école. Les parents qui viennent obtiennent toujours une assistance. C'est indicible tout ce qu'ils font ici. Mais l'inquiétude a saisi usagers et communautés médicales depuis le 20 janvier, quand Donald Trump a ordonné le gel de l'aide étrangère américaine, le temps d'un réexamen. Or, l'USAID, l'agence de développement américaine, soutient de très nombreux programmes de lutte contre le sida dans le monde, et en particulier en Afrique. Un arrêt pourrait avoir des conséquences dramatiques. Jusqu'à aujourd'hui, les séropositifs ne contaminent pas les autres parce qu'ils prennent des médicaments. Ils mettent au monde des enfants bien portants. Alors, nous voulons que cette aide médicale continue à être donnée pour que nous puissions espérer vivre longtemps. Les craintes d'Espérance Kaboura sont fondées et confirmées par l'ANSS, l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida, qui gère ce centre. Celle-ci est largement financée par des projets américains désormais menacés. C'est une crise carrément. Je peux vous dire que nous avons 49% de la masse salariale est payée par ces deux projets. C'est vous dire l'impact au niveau de l'organisation. Nous avons 5 centres de santé. Les leaders, les coordonnateurs des centres qui sont en même temps des médecins coordonnateurs, ils sont payés par le projet Barombero. Ce lundi, le secrétaire d'État américain a annoncé que 83% des programmes de l'USAID allaient être supprimés. À Bujumbura et partout dans le monde, les structures financées attendent de connaître leur sort. Pour beaucoup de bénéficiaires, c'est une question de vie ou de mort.
ils sont toujours là, sur les étals des marchés ou aux caisses des supermarchés, les sacs en plastique. Une loi entrée en vigueur début octobre interdit pourtant leur importation, leur production, leur vente et leur utilisation en Somalie. Les commerçants ont fait des stocks avant l'adoption du texte. Les sacs en plastique déjà importés peuvent encore être utilisés, mais les particuliers peuvent choisir de cesser de les utiliser immédiatement. Le stock de sacs en plastique existant sera vraisemblablement utilisé jusqu'à épuisement. Les détaillants du marché de Amarwene à Mogadiscio ont eu le même réflexe. Acheter un maximum de sacs en plastique avant leur bannissement officiel. Même si, comme nombre de consommateurs, ils ont conscience du danger du polyéthylène qui constitue ces emballages. Les sacs en plastique ont un impact négatif à la fois sur le bétail et sur l'environnement. C'est pourquoi on a besoin d'alternatives abordables à ces sacs. Car les options écologiques, les sacs en papier par exemple, coûtent 4 fois plus cher que ceux en plastique. Et les autorités n'ont pas anticipé ce problème, comme le regrette l'entreprise qui s'occupe de la gestion des déchets dans la capitale. Le coût des sacs écologiques est actuellement trop élevé. Leurs prix doivent être égaux ou inférieurs à ceux des sacs en plastique pour garantir la mise en œuvre effective de cette interdiction. Une réforme mal préparée donc, et qui a pourtant mis beaucoup de temps avant de voir le jour. Ces bénévoles viennent ramasser les déchets qui jonchent la plage de Gubadley en ce vendredi chômé et regrettent le temps perdu. Notre gouvernement n'a que trop tardé à mettre en œuvre cette loi interdisant l'utilisation des sacs en plastique. Les pays voisins les avaient déjà interdits en 2008-2009. Notre pays reste l'un des derniers à prendre cette mesure. La Somalie rejoint en effet la Tanzanie ou encore le Kenya qui a introduit l'une des interdictions les plus strictes au monde en 2017, imposant des amendes, voire des peines de prison en cas d'infraction. Selon l'ONU, l'équivalent de 2000 camions poubelles de plastique sont déversés chaque jour dans les mers, les rivières et les lacs de la planète. Le système éducatif tente de renaître de ses cendres à Gaza. Dans l'enclave palestinienne, en effet, des centaines de milliers d'enfants ont été privés de scolarité en raison de la guerre entre le Hamas et Israël. Les écoles ont été soit détruites, soit transformées en abris pour les déplacés. Comme vous pouvez le voir, nous vivons sur les ruines des écoles, mais nous essayons de sauver ce qui peut l'être du processus éducatif afin que cette génération ne nous échappe pas. Nous avons pu rouvrir certaines écoles afin que les élèves puissent s'inscrire. Les bombardements de Tzal ont transformé Gaza en champ de ruines. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, plus de 95% des 564 bâtiments scolaires de Gaza ont été endommagés. L'avenir des enfants est compromis. Depuis le début de la guerre, nous avons beaucoup souffert en ce qui concerne l'éducation en général. Avant, il y avait des écoles et les enfants suivaient les cours en présentiel. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Toutes les écoles ont été détruites par l'occupation et les enfants ne sont plus intéressés par l'école. L'année dernière, au moins 39 000 élèves n'ont pas pu passer le test final de l'enseignement scolaire. Mais depuis le cessez-le-feu conclu en janvier, des dizaines d'écoles ont été réhabilitées. La tâche est immense. 88% de bâtiments scolaires nécessitent une reconstruction considérable.